So welcome back, distinguished delegates. Bien, nous reprenons, mesdames et messieurs. Nous allons ici reprendre cet après-midi pour la poursuite de notre colloque. Je vais donner la parole à Jay, qui est modérateur de cette partie du débat. Et il va passer en revue pour nous les projets de disposition qui ont été préparés par les experts. Jay, vous avez la parole. Merci, Anna. Cet après-midi, nous allons examiner le projet de disposition 7 sur la question de la confidentialité et la 8. Ensuite, nous voudrions revenir sur la question de la suite à donner à ce projet et sur ce qui devra être présenté au groupe de travail de manière à préparer la table ronde de demain. Étant donné que les participants ont des difficultés à se connecter, certains d'entre eux n'ont pas eu, pour des raisons personnelles, la possibilité de le faire, je vous propose sans plus tarder de donner la parole à Patricia, qui est basée sur le règlement d'arbitrage de la CNUSI sur son article 27, et il s'agit du projet de disposition numéro 8 sur les preuves, et il y a des éléments très intéressants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la collecte des preuves. Patricia, vous avez la parole. Merci beaucoup Jay. Je salue tous les membres du groupe de travail, tous les organisateurs, tous les experts et tous les participants qui se joignent à nous à distance. Bonjour, bonsoir. J'ai travaillé de concert avec Claire pour préparer ce projet de disposition 8 qui correspond à l'article 27 du règlement de la CNUSI sur l'arbitrage. Malheureusement, ma collègue ne peut pas être présente cet après-midi. Je vais donc vous présenter brièvement le résultat de nos travaux. J'espère que vous avez tous accès à la note de la CNUSI et que vous êtes que vous avez sous les yeux le projet de disposition numéro 8 sous les yeux. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais rappeler que Claire et moi avons pensé qu'il était important, de veiller à ce que de respecter l'approche traditionnelle dans la rédaction des textes de la CNUSI et non pas donc adopter une approche tout à fait radicalement différente en tout cas. Bien que ces projets de disposition sont des dispositions à part entière qui pourraient être donc un texte à part entière ou un additif à un instrument déjà existant. Alors, si vous regardez, pour ce qui est de l'approche, l'autre élément important, ici, notamment lorsque l'on parle de la technologie et des preuves, nous savons à quel point le paysage technologique peut changer. Nous avons voulu veiller à ce que la règle était suffisamment souple, suffisamment large pour s'adapter à l'évolution des technologies, notamment les évolutions à venir. Troisième observation, nous sommes également conscientes du fait des différents règlements, des différents liés à la technologie. Ils peuvent s'agir de différents très différents en fonction de la personne, de l'entreprise concernée. Il peut s'agir d'une jeune pousse, d'une start-up, d'une très grande entreprise. Ça dépend bien sûr du type de technologie, de la nature de cette technologie, de la manière dont celle-ci a été utilisée dans le cadre de ce différend. C'est la raison pour laquelle nous sommes efforcés d'élaborer un projet de disposition qui pourrait s'adapter aux données de l'affaire et aux besoins des parties. Voilà. Ce projet de disposition, 3 paragraphes ici. Premier point. Donc, ceci prévoit qu'à tout le moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents, des pièces, etc.,
données, informations techniques, c'est ce que nous avons rajouté, ou autres preuves, en leur fixant un délai à cet effet, un délai qui devra être déterminé par le tribunal. Ceci reflète la souplesse que vous retrouverez dans l'article 27 ou la règle numéro 27 du règlement de la CNUTSI sur l'arbitrage. Dans certains règlements, la prérogative du tribunal, qui est la prérogative qui est la sienne, de demander à une partie de fournir des preuves. Alors, ceci n'est pas le cas ici, ce n'est pas non plus le cas dans le règlement sur l'arbitrage de la CNUTSI. En outre, l'ajout de données et informations techniques, comme nous l'avons dit ici, sont des termes qui doivent être interprétés de manière générale, de manière large. Ce n'est pas une formulation restrictive. Nous pensons que par là, nous serons en mesure de couvrir les évolutions technologiques et ne limiterait pas la capacité du tribunal. Celui-ci pourra ainsi permettre d'adapter ce projet de disposition aux affaires, au type de technologie, aux besoins des parties et du tribunal. Si vous passez maintenant au paragraphe 2. Alors, on vous dit à nouveau, à tout moment de la procédure d'arbitrage, ce qui donne suffisamment de marge de manœuvre au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut ordonner qu'une preuve, et là nous rentrons dans les questions d'adaptation technologique, qu'une preuve soit recueillie ou qu'une expérience, dit-on, soit réalisée ou répétée par le tribunal arbitral, ou une expérience donc on vous dit qu'il pourrait être réalisé ou répété par le tribunal arbitral, les parties ou un expert désigné par le tribunal arbitral ou en leur présence. Ça n'empêche en aucun cas les parties de demander à un expert d'organiser ou de présenter les résultats de cette expérience. Cela permet également au tribunal arbitral de nommer son propre expert pour réaliser ou répéter cette expérience. Et là encore, tout ceci peut être interprété avec une certaine marge de manœuvre. Ensuite, si vous passez au paragraphe 3, vous verrez qu'on y dit que chaque partie informe, donc on dit en anglais shall, informe toutes les parties et le tribunal arbitral de l'utilisation de technologies, notamment de l'intelligence artificielle, aux fins de recueillir ou de présenter des preuves ou de se conformer à une décision du tribunal arbitral. Là encore, ceci doit être interprété de manière assez souple, de manière à ce que si une technologie ou tout type d'intelligence artificielle a été utilisé pour recueillir ou présenter des preuves ou pour préparer des preuves, les parties, une partie, donc, suite à cette information, une partie pourra demander, dans ce sont dit, suite à cette information, toute partie peut demander que l'utilisation de cette technologie soit limitée et le tribunal arbitral peut la refuser ou l'autoriser compte tenu des circonstances de l'espèce. Donc, vous le voyez, en filigrane de cette règle, eh bien, le fil rouge, si vous le voulez, c'est la souplesse, la marge de manœuvre qui est donnée au tribunal arbitral pour que celui puisse adapter. Toute adaptation, tout exercice de ce pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral doit toujours se faire, bien sûr, aux considérations que sont le droit des parties, la régularité de la procédure, l'efficacité, parce que l'idée c'est d'arriver à une solution qui est adaptée aux différends ou aux litiges, et l'efficacité et les adaptations ont pour but de garantir l'efficacité de la procédure, tout en protégeant la régularité de la procédure, les droits des parties et les impératifs d'efficacité. Donc cette règle donne ou devrait donner suffisamment de souplesse au tribunal arbitral et aux parties
et notamment au tribunal arbitral. Donc celui-ci pourra s'adapter pour garantir l'efficacité, l'efficience, la régularité de la procédure et ainsi pouvoir apporter une réponse aux besoins de l'affaire concernant, notamment pour ce qui est de la nature du différend, des technologies utilisées. Voilà. Avant de donner la parole à mes collègues, je vous dirai, même si cela ne vous a sans doute pas échappé, que cette règle s'inscrit dans le calendrier que doit suivre le tribunal arbitral, notamment en matière de confidentialité, la question de la gestion d'instances, donc les conférences de gestion d'instances, et la charge de travail des parties en matière de présentation des preuves, de collecte de celles-ci, conformément aux dispositions prises par le tribunal concernant la présentation des preuves. Comme je l'ai dit, c'est une disposition à part entière, cependant, elle doit être examinée à la lumière de toutes les autres propositions pour ce projet de disposition. Voilà. Je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Thank you, Patricia. Merci, Patricia. Alors, bien sûr, nous allons entrer dans le détail de ce projet de disposition sur les preuves. Alors, nous avons parlé lundi et mardi de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différentes phases de la procédure d'arbitrage. La question est de savoir si le tribunal arbitral pourra l'utiliser. C'est quelque chose qui pourra être débattu par le groupe de travail ou si celui-ci pourra réglementer l'utilisation des technologies par les parties. Ce sont tout autant des questions que nous devrons traiter en fonction, bien sûr, des évolutions donc dans le domaine du règlement des litiges de l'économie numérique. Voilà, je vous remercie. J'ouvre maintenant le débat sur ce projet de disposition 8 sur les preuves, comment celles-ci doivent être présentées, les moyens, les méthodes qui peuvent être utilisées, pour présenter ces preuves. Voilà, j'ouvre maintenant le débat. La parole est à qui la voudra. Switzerland. La Suisse, allez-y. First of all, Alors, tout d'abord, je pense que nous devrions en tout cas remercier les experts puisqu'ils se sont efforcés d'établir un lien entre le projet de disposition et le règlement existant de la CNUTSI sur l'arbitrage. Je pense que c'est un exercice. Enfin, nous savons tous en tant qu'experts, donc c'est un exercice auquel nous devons tous nous livrer en tant qu'experts. Les deux paragraphes touche à ce que l'on trouve dans le règlement, mais élargissent le concept de preuve par la définition qui est fournie ici. La question est de savoir si les mots qui sont rajoutés ici font que on ne peut pas, au titre des règles originales, demander la production de ces preuves. C'est ce que dont nous avons débattu lors du règlement sur l'arbitrage accéléré, et il faut éviter de produire des dispositions qui pourraient donner l'impression que les règles existantes ou que le règlement existant n'offre pas cette possibilité. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez l'élément qui est le plus à la pointe, l'expérience. Nous avons dû organiser une expérience sur une plateforme offshore. Le tribunal arbitral a demandé à ce qu'un modèle soit élaboré et utilisé pour mener à bien une expérience auquel se sont livrés des experts. Donc c'était au niveau de la Chambre de commerce internationale. En tout cas, au titre des règlements existants et d'existence, cela existe, mais il faut éviter de se mettre une balle dans le pied, pour ainsi dire, en créant l'impression que le règlement existant ne le permet pas. Le troisième paragraphe pose particulièrement problème, à mes yeux en tout cas, parce que
La question n'est pas de donner la souplesse nécessaire au tribunal, mais c'est d'exiger des parties de de présenter des preuves ou de présenter des informations sur la méthode qui a été utilisée pour collecter ces preuves. On a l'impression en lecture de cette disposition que c'est une obligation qui renvoie aux impératifs de découverte ou divulgation. Et la question est de savoir quelles sont les technologies de détection, de découverte. Est-ce que cette découverte est une obligation? Vous le savez, nous avons débattu d'une utilisation excessive de ces dispositions, mais ici, donc, cela ouvre davantage la porte à ce genre d'abus. Je pense que cette disposition, enfin ce paragraphe en tout cas, pose particulièrement problème. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous avez soulevé une autre question. Le tribunal arbitral peut demander s'il y a beaucoup d'informations à disposition, un gros dossier, d'informations qu'il a obtenu lui-même. Dispose-t-il de la technologie nécessaire pour analyser et pour examiner ces informations, notamment si beaucoup d'informations lui ont été présentées? Je pense en tout cas que c'est un élément qui devrait être pris en compte dans le cadre de ce projet de disposition. Mais à l'heure actuelle, la rédaction actuelle, en tout cas du paragraphe 3, en ce qui nous concerne, suscite de vives inquiétudes. Merci. Merci beaucoup. La parole va maintenant à Israël, qui prend la parole à distance, et ensuite nous écouterons les États-Unis. Merci beaucoup. Merci, Jay. Pardon. Nous avons une réserve, nous aussi, à formuler sur le paragraphe 3, notamment pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Étant donné que nous sommes à une phase, nous en sommes au balbutiement de l'utilisation de l'intelligence artificielle en la matière, je pense qu'il serait peut-être prématuré de débattre d'un mécanisme prévoyant son utilisation, non seulement eu égard aux deux situations, donc l'analyse de la préparation, donc ce qui est mentionné dans les notes explicatives. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas adopter une approche trop prescriptive. Nous voulons laisser le temps aux technologies d'évoluer pour comprendre quelle sera leur utilisation et leur incidence. Alors, je vous prie de m'excuser si je répète quelque chose, parce que je n'ai pas pu prendre la totalité des débats. Il y a un élément qui revient ici, c'est quelque chose qui a déjà été abordé lors de débats d'experts. Quel est ou pourquoi est-ce qu'on doit élaborer des règles, étant donné que le tribunal arbitral a déjà des prérogatives? Je rebondis sur ce qui a été dit par le délégué de la Suisse en la matière. Donc, cela va de soi. De nombreux règlements d'arbitrage donnent une très grande marge de manœuvre au tribunal arbitral. Par conséquent, beaucoup des éléments, donc les calendriers, la compétence, la confidentialité, les preuves, toutes les questions qui sont traitées par les experts dans cette disposition, le tribunal arbitral peut déjà se livrer à toutes ces activités-là. La question est de savoir ce que nous ajoutons aux prérogatives actuelles, au pouvoir actuel du tribunal arbitral. Et comme l'a dit le délégué de la Suisse, ça pourrait être donc perçu comme s'écartant de ce qui existe déjà. Notre réponse à cette question, ce que nous avons remarqué en tout cas, c'est qu'il y a problème ici. Ainsi, dans les arbitres, pour ce qui est de ces règlements relatifs à la technologie, les arbitres n'ont pas les outils nécessaires pour faire face à ces affaires. Donc en leur donnant des règles par défaut, ça leur donne en tout cas un garde-fou, une base sur laquelle ils pourront s'appuyer, cela donne une certaine certitude à la procédure et pourra donc aider le tribunal arbitral ou l'arbitre à changer, à élaborer ou à utiliser son libre arbitre en quelque sorte. En tout cas, cela permet de jeter une base qui permet justement au tribunal arbitral de connaître de ces affaires. Et c'est une base qui est particulièrement adaptée, je crois, au règlement des différends liés à la technologie. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'Australie, s'il vous plaît. Et pas les États-Unis, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulions indiquer que nous avons quelques inquiétudes. Alors, je suis conscient du fait que nous ne sommes pas lancés dans un exercice de rédaction, mais nous avons le sentiment que peut-être le libellé actuel du projet de disposition 8 pourrait être considéré comme étant quelque peu prescriptif.
Et je me demandais si on ne pourrait pas tout simplement corriger cela en incorporant des questions, y compris, mais sans pour autant se limiter, including but not limited to dans la version anglaise, dans ces 3 paragraphes, de manière à indiquer que ce ne sont pas les seuls éléments, les seuls outils qui peuvent être utilisés pour recueillir des preuves. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le délégué de la Suisse a parlé de découverte. Il y a un logiciel e-discovery qui peut permettre justement de recenser les données, les informations stockées. Par conséquent, grâce à ce logiciel, il est possible de collecter ces documents, de les présenter pour examen. À l'heure actuelle, le pouvoir des outils technologiques est accentué par le pouvoir, le potentiel de différents, pardon, excusez-moi, la technologie et son pouvoir peuvent multiplier la probabilité d'un différend. Le règlement des litiges en ligne doit être neutre et les parties doivent avoir la possibilité de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour régler les différends ou ou empêcher qu'ils ne surviennent. Merci beaucoup. Thank you. Are there any other... Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres observations sur ce projet de disposition 8? Alors, je sais que l'approche est quelque peu différente. Donc, c'est quelque chose qui s'inspire du règlement de la CNUSI sur l'arbitrage, qui précise celui-ci. Et lorsque nous avons préparé le règlement sur l'arbitrage, donc la question s'est posée de savoir si nous allions donner suffisamment de discrétion au tribunal. Nous voulions également veiller à ce que, je pense qu'il y a en tout cas, veiller à ce que ceci soit le cas dans ce règlement. Alors, j'ai pris note de ce qui a été dit par les délégués sur le paragraphe 3, le caractère trop prescriptif de celui-ci, les appels à la prudence, notamment concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui reste encore d'évoluer. Avant de donner de passer donc au projet de disposition suivant, le 7, je vais donner la parole aux experts. Patricia, s'il vous plaît, vous allez nous présenter, je crois, le projet de disposition. Merci beaucoup. Je remercie les différents délégués qui ont pris la parole, les experts pour se prononcer. Je tiens à faire remarquer que, comme c'est dit dans la note explicative accompagnant cette disposition, pour ce qui est du paragraphe 3 de ce projet de disposition 8, là, il faut se prendre en considération que toute utilisation d'intelligence artificielle, donc il faut établir une distinction si l'intelligence artificielle était là pour justement faciliter le travail d'un être humain ou si l'intelligence artificielle travaillait toute seule. Il ne faut pas oublier cependant que le tribunal a la possibilité de rejeter donc le caractère restrictif sur les obligations de communication, quelle forme celle-ci revêtirait. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, si il y a adaptation,
Ces questions doivent être tranchées dans le cadre des conférences de gestion de l'instance. Quant à la question de savoir comment elles vont être gérées. Dans des affaires complexes, ces questions devront être abordées et peut-être même abordées chemin faisant. L'objectif étant de maintenir un équilibre de manière à ce que le tribunal et les parties peuvent travailler ensemble pour trouver une solution acceptable. Mais nous avons pris note en tout cas de ce qui a été dit. Nous les prenons en considération dans la prochaine mouture qui sera préparée de ces projets de disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Alors, si on parle d'intelligence artificielle dans l'économie numérique, il faut bien sûr prendre en considération le caractère autonome de l'intelligence artificielle et la part d'intervention humaine. Il est clair que le degré d'utilisation de l'intelligence artificielle sera différent selon les utilisations et je pense que c'est un élément que nous devrons maintenir présent à l'esprit dans la suite que nous donnerons à ces travaux. À moins qu'il y ait d'autres observations sur le projet de disposition 8, je propose de passer au projet de disposition 7 sur la confidentialité. Elliot en a parlé brièvement hier au cours de son exposition sur la question, mais pour nous présenter le projet de disposition 6 et 7, nous avons la Suisse. La Suisse, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, je reviens au projet de disposition 8, paragraphe 3. Je crois que il y a un problème plus vaste qui se pose quand même. Dans le paragraphe 3, le paragraphe 3, est rédigé comme un élément de la production de documents, ou la découverte, pour ainsi dire, de documents. Excusez-moi, je tousse. Mais c'est un problème plus général qui se pose. En effet, dans les nouvelles technologies, pour ce qui est des nouvelles technologies, il y aura peut-être des informations qui ne seront à disposition que d'une partie, étant donné une licence, par exemple. Donc la question qui se pose ici, c'est l'accès par une partie à des informations, ou l'accès par une partie des informations de l'autre partie. Donc ceci va au-delà de la production traditionnelle de documents. Je vous prie de m'excuser. Les experts doivent aller plus loin, doivent examiner de manière plus approfondie la question du traitement de cela, parce qu'il y aura donc conflit avec les règles sur la confidentialité. C'est une inquiétude tout à fait légitime, je crois, de la part des parties, d'une partie à un différend impliquant notamment des nouvelles technologies. Recevoir des informations sur les autres technologies devrait être possible et il faudra donc établir un équilibre entre la tradition romano-germanique et les juridictions de civil law sur la production donc des documents, les approches n'étant pas les mêmes, l'un étant donc plus restrictive puisque les pays de tradition romano-germanique ont une approche plus restrictive quant à la production de documents alors que les pays de civil law, eux, ne produisent que ce qui est nécessaire pour la procédure. Donc il faudra préciser non seulement comme sur les méthodes qui ont été utilisées pour collecter cette information, mais sur le fond, donc sur la technologie qui pose problème. Merci. Thank you. Merci. Je crois que cela nous fait une bonne transition vers la disposition relative à la confidentialité. Comme le disait le représentant de la Suisse, dans les différents liés aux technologies, il peut y avoir un problème relatif à l'accès à l'information. C'est une idée dont il faut tenir compte. J'aimerais maintenant passer la parole à Monica, qui va nous présenter les projets de disposition 6 et 7 sur la confidentialité qui portent sur les deux types de confidentialité. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs,
les représentants, j'ai le plaisir de vous présenter les dispositions sur la confidentialité. And also today we were discussing the definition Hier, on parlait de la définition des technologies liées aux différents. Comme d'autres intervenants l'ont dit, l'accent est mis sur la transaction sous-jacente, qui est la technologie. Le règlement de tels différends, ça a été dit, requiert des compétences spécialisées et particulières. Donc, les différends de ce type contiennent ou plutôt portent surtout parfois sur des données techniques ou scientifiques qui peuvent être sensibles et dont on peut tirer une valeur importante. Ces innovations peuvent ne pas être de nature à faire l'objet d'un brevet et parfois les secrets commerciaux peuvent être utilisés à la place des brevets pour protéger ces informations. Dans ce cas, la confidentialité est une caractéristique clé. L'arbitrage présente donc cet avantage. Même le différent peut être protégé, mais cela n'est pas forcément garanti dans le règlement d'arbitrage. Le règlement d'arbitrage contient des dispositions très spécifiques sur la confidentialité et porte sur des aspects relatifs au caractère privé des audiences et la confidentialité des informations. Mais la loi type ne contient pas d'autres dispositions sur la confidentialité. C'est dans l'accord entre les parties que cette question doit donc être abordée, si c'est une priorité ou une préoccupation pour les parties. L'accord en question peut apporter la certitude requise, mais si l'accord ne dit rien à ce sujet, la confidentialité n'est pas forcément accordée. Donc la question est de savoir ici ce qu'on fait dans le cas des différents liés aux technologies, lorsqu'il faut protéger certaines informations. Et c'est le cas dans les différents liés aux technologies quasi systématiquement. Ici, vous avez les résultats d'une enquête réalisée en 2018 et 2021. D'après 87% des personnes qui ont répondu, la confidentialité dans l'arbitrage commercial international revêt une certaine importance. La plupart des personnes estiment en outre que la confidentialité devrait être une caractéristique dite opt-out plutôt que opt-in. Dans 27% des cas, la cybersécurité était considérée comme particulièrement importante dans ces cas. Cela vous donne une idée de la perception de ces questions. Il n'y a pas vraiment consensus sur la question de la confidentialité dans les débats. Il est donc potentiellement difficile d'élaborer des règles d'ordre général. Mais, malgré cela, il est possible d'inclure quelque chose concernant les règlements liés aux technologies, car des normes de confidentialité peuvent être utiles pour rendre la procédure plus prévisible, également pour inspirer une certaine confiance aux parties dans le cas des différents liés aux technologies. Si la confidentialité est la règle par défaut dans l'arbitrage commercial international, il faut dire que ce n'est un domaine qui requiert une attention particulière, car les États peuvent aussi être parties à des différends liés aux technologies. Comme vous le savez, la question de la confidentialité revêt deux dimensions. Il y a d'abord la protection de l'information. La confidentialité concerne les parties non concernées par l'information. C'est un aspect qui est couvert dans les autres règles d'arbitrage, où le devoir de confidentialité peut aussi être
tacite dans certains systèmes juridiques. Il peut y avoir également une clause dans le contrat. Dans l'autre cas, il s'agit de protéger l'information avant que celle-ci ne soit divulguée ou produite. Et cela est lié aux secrets commerciaux. Dans ces circonstances, certaines informations sont considérées comme confidentielles par une des parties aux différends. Et cet aspect, à quelques exceptions près, n'est pas couvert dans les règles d'arbitrage. Dans les règles de Liechtenstein de 2016, par exemple, il y a une disposition générale aussi dans les règles de l'ICC et dans la Cour permanente d'arbitrage également. J'aimerais très brièvement vous parler des deux facettes de la confidentialité et du projet de proposition qui en découle. D'abord, vous voyez ici le projet de disposition 6 qui porte sur le premier type de confidentialité qui interdit la divulgation de toute information liée à l'arbitrage qui ne se trouve pas dans le domaine public. Cela couvre également les informations créées aux fins de l'arbitrage ou toute information fournie par les parties pendant la procédure, notamment les accords d'arbitrage qui ne sont pas dans le domaine public. Le paragraphe 5 donne notamment des cas où l'on peut divulguer l'information. Notamment pour protéger une information physique ou électronique, ou lorsqu'il s'agit de faire intervenir des conseillers professionnels. Je ne vais pas parler de toutes les sections, mais je dirais que le paragraphe 5 qui oblige à la divulgation en cas de différend entre les parties, on peut réviser cette disposition. Paragraphe 5, les parties peuvent demander une protection du tribunal arbitral. Maintenant, concernant le projet de disposition 7, on parle d'un autre type de confidentialité ici. Il s'agit des informations partagées entre les parties pendant la procédure ou de données commerciales entre concurrents susceptibles de soulever des préoccupations en matière de concurrence concernant ou d'antitrust. Dans la plupart des règles relatives à l'arbitrage, au niveau des procédures, en général, cela est géré par l'arbitre. Toutefois, cela peut ne pas suffire à déterminer les obligations en matière de confidentialité sur le fond, à moins que les parties ne l'autorisent expressément. Les règles d'arbitrage de l'OMPI contiennent des dispositions très détaillées sur la protection des données ou des informations de type industriel, et ce depuis 1994. Il n'y a pas eu beaucoup de révisions depuis de ces dispositions.
Ces règles peuvent donc constituer un bon point de départ. Il y a aussi des dispositions sur les activités dans l'espace extra-atmosphérique dans le cadre de la Cour permanente d'arbitrage. En général, on détermine les règles applicables au cas d'espèce. C'est un exercice peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il y a plusieurs lois en présence. On doit déterminer ce qui constitue une information confidentielle. Cela peut être utile, comme nous le précisons ici au paragraphe 1 du projet de disposition 7. Ici, et cela peut être donc une information confidentielle en raison de son caractère scientifique ou technique sensible. Cette disposition serait contraignante en vertu de l'accord d'arbitrage. Et si une telle information est protégée. Ensuite, on parle de l'absence éventuelle de mesures de protection spéciale qui pourraient avoir des conséquences dommageables pour une des parties. Le paragraphe 2. Dit qu'une partie peut invoquer la confidentialité pour plusieurs raisons. Ce projet de disposition porte donc sur la protection des parties qui demandent la confidentialité, et également sur les informations dont peut dépendre la procédure. Ensuite, si une partie choisit de ne pas divulguer une information ou demande des mesures de protection spéciale, eh bien le tribunal détermine à qui l'information peut être divulguée. La deuxième phrase du troisième paragraphe envisage la possibilité de divulguer l'information à certains individus. Elliot en parlait hier. Paragraphe 4. C'est la possibilité de désigner une partie tierce. Merci de parler un peu plus lentement, Monica, si vous le pouvez. Donc, paragraphe 4 permet la mise en place ou la désignation d'un conseiller pour prendre une décision relative à la confidentialité, car un tel conseiller peut être doté des compétences lui permettant de déterminer ce qui est pertinent en termes de confidentialité. Une telle personne peut superviser le processus de rédaction et surveiller la divulgation de l'information en question. Paragraphe 5 ensuite. Là aussi, il s'agit de nommer dans certaines circonstances exceptionnelles un expert afin que celui-ci recueille des informations et des preuves en lien avec l'information confidentielle en vue de présenter un rapport pour répondre aux questions demandées par le tribunal ou par les parties. Les paragraphes 4 et 5 auront probablement besoin d'être débattus plus en profondeur afin de voir comment ce conseiller doit s'acquitter de sa tâche. En effet, certaines informations, certaines questions peuvent lui être communiquées à lui exclusivement, mais ne peuvent pas être divulguées au tribunal ou aux parties. Je dirais pour conclure que la seule solution judicieuse serait de prévoir une rencontre entre les parties et le tribunal à un stade précoce de la procédure en vue de la conclusion d'un accord sur la confidentialité ou en prévoyant d'autres mesures. Ce qui peut nécessiter un certain temps à condition que les parties se mettent d'accord sur le mécanisme à mettre en place. Des mesures de protection peuvent être adoptées comme la création d'un club de confidentialité ou de rédaction des documents
avec une présence limitée de personnes autorisées à participer à ces réunions. Un protocole de confidentialité peut également prendre la forme d'un ensemble de règles. Merci beaucoup de votre attention. Je vous passe à présent la parole, Monsieur le Président. Merci, Monica, pour cet exposé très détaillé sur les dispositions relatives à la confidentialité. Dans le règlement d'arbitrage de la CNUTSI, la seule disposition liée à la confidentialité précise que les audiences peuvent se tenir par visio avec le consentement de toutes les parties. D'autres détails figurent notamment dans cette disposition. Ce dont il s'agit dans la disposition 7, c'est d'une question relative au degré de confidentialité qui n'est pas précisée comme à l'article précédent. Dans ce contexte également, une référence a été faite aux règles de l'OMPI. Il faut voir si ces règles sont applicables. Et on peut en parler dans le cadre de la confidentialité intrinsèque. Il y a des règles relatives à la transparence, mais cela est en lien avec l'arbitrage entre investisseurs-États. Il faut tenir compte des deux faces de la médaille, car les États aussi, comme Monica le disait, les États aussi peuvent être partis à de tels différends liés aux technologies. Je propose que nous commencions par les dispositions 6 et 7, donc 7 pour commencer, donc confidentialité envers les tiers. And the other expert who was active in this discussion has joined, so I'll give the floor to Kranguta first so that she can to guide us through. Thank you. My input at this time. J'aimerais dire à ce stade que il y a un cas particulier pour lequel la confidentialité intrinsèque revêt une importance particulière. Est-ce que vous m'entendez? Il s'agit des affaires où l'une des parties est une entité étatique ou un État. Il y a un certain nombre d'affaires assez importants où les États sont soit actionnaires dans des entreprises technologiques ou peuvent se prononcer sur la nature des informations relatives à la dite technologie. Cela peut être défini dans une législation. L'information peut être classifiée en raison de sa nature ou en raison de l'usage qui en est fait. Ça peut être la technologie à proprement parler ou l'usage ou certains usages de cette technologie. Dans le cas de l'arbitrage, le risque, c'est que la procédure ne soit pas suffisante pour assurer la neutralité du point de vue de la nationalité. La nationalité peut intervenir dans l'usage des tribunaux. Les arbitres peuvent ne pas avoir accès à ce type d'informations, néanmoins, ce qui empêcherait la participation d'arbitres au règlement de ces affaires. Par exemple, dans certains cas, l'arbitre peut ne pas être autorisé à accéder à certaines informations en raison de sa nationalité, parce que la procédure requiert que la personne soit de la nationalité du pays concerné. Monica a parlé du conseiller en matière de confidentialité.
Cela peut présenter de nombreux avantages. D'un côté, l'arbitrage peut être mené par un arbitre neutre pour les deux parties. Et l'autre avantage, c'est que la confidentialité peut ainsi être préservée grâce à ce mécanisme. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution à ce stade du débat. Merci de votre attention. And indeed, if we look at the other provisions, we also had mentioned the involvement of neutrals and whether Effectivement, les acteurs neutres dans une procédure ça peut revêtir une importance. Pour préserver la confidentialité. J'ouvre à présent le débat concernant ce projet de disposition 6 et le projet de disposition 7. La Suisse. The concern of the Secretariat and delegates in the... My voice has a little bit improved. Merci aux collègues de vous être inquiétés pour moi. Ma voix va mieux maintenant. Merci. Donc, la première remarque que je voulais faire concerne ce que vous avez dit au sujet de la transparence. Dans le règlement sur la transparence, il y a des exceptions. Ce que notre délégation suggère, c'est de déterminer si les exceptions peuvent être liées aux exceptions que nous avons ici. Je n'ai pas encore vérifié, mais il me semblerait utile de le vérifier. Merci de l'avoir signalé. Ensuite, concernant le projet de disposition 6, premièrement, au paragraphe 4 du projet de disposition 6, il est question de sanctions. À la suite d'une violation des règles de confidentialité. C'est une question très compliquée. Je me rappelle d'une affaire où la décision finale a été annulée car les règles de confidentialité n'avaient pas été respectées. Ça peut être contre-productif, en tout cas pas très utile. Le fait que le tribunal puisse imposer des sanctions est un aspect problématique selon moi. Les collègues parlent d'astreinte. En effet, le tribunal peut imposer une pénalité pendant la procédure. Mais ceci est très controversé et contesté car très peu de systèmes autorisent au tribunal arbitral d'imposer de telles sanctions. Cela nécessitera donc un examen plus approfondi, mais c'est un aspect extrêmement intéressant, surtout dans le contexte de la confidentialité, où il serait très difficile pour la partie lésée de prouver un dommage spécifique et où les pénalités peuvent être assez répandues en matière de confidentialité. Il faut donc voir dans quelle mesure les arbitres peuvent imposer des sanctions et comment réglementer tout cela. L'autre question concerne le paragraphe 7b, protection des données. C'est une question qui est de plus en plus répandue dans les procédures arbitrales, et néanmoins elle n'est pas suffisamment bien comprise. Au tout début de la procédure, on demande aux parties s'il y a des arrangements en matière de protection des données. En général, ce n'est pas le cas, même lorsque la procédure est en lien avec l'Union européenne. Pour la question de la confidentialité, on peut prévoir donc des paragraphes relatifs à la protection des données. Il y a un autre aspect, mais je ne suis pas sûre de la manière dont nous pouvons le traiter. Si vous avez des arbitres qui connaissent bien la technologie, on peut ne pas leur reprocher
impartialité, mais peuvent aussi disposer d'informations venant de concurrents. Et il y a eu une affaire comme celle-là. Au final, l'arbitre n'a pas été retiré de l'affaire, mais cela peut présenter des difficultés. Plus une personne connaît le sujet en tant qu'arbitre, même en tant que secrétaire du tribunal, plus il y a un risque de fuite. Les informations peuvent faire l'objet de fuites vers des personnes qui peuvent être liées au secteur. Dans certains cas, le nombre de personnes connaissant bien le sujet peut être limité, mais il est important quand même de le signaler et de l'examiner. Merci beaucoup. Thank you. I would like to give the floor to France. Merci, la France. Remercier les intervenants pour leur présentation. Je pense que ces dispositions, sans être spécifiques pour les contentieux technologiques, sont néanmoins des dispositions ou des projets de dispositions très heureuses, où les projets sont très heureux, que ça permet, ça offre une tentative d'apporter des réponses à des problèmes réels rencontrés par la pratique, et notamment le dispositif suggéré à la disposition 7, numéro 4 et 5, dans de nombreuses situations, et on voit que ça a été très pensé, dans de nombreuses situations pourrait être d'une aide précieuse pour les parties. Alors, sur les sanctions, ce qui est un vrai problème en cas de révélation de l'information, il y a l'astreinte qui a été évoquée par l'honorable délégué suisse, mais qui intervient en amont en espérant être comminatoire. La question de la sanction, une fois que la révélation a eu lieu, de la nature de la sanction idoine, une fois que la révélation a eu lieu, est une question assez problématique qui dépend du type d'information. Quelquefois, ça va causer un préjudice de nature commerciale qui pourrait être réparé par de l'argent. D'autres fois, ça va poser un préjudice de nature procédurale, c'est-à-dire que ça ne permettra pas aux parties d'être sur une position d'égalité dans la procédure. Et il n'est pas sûr qu'une simple réparation financière soit suffisante pour sanctionner ce type de révélation. D'autres fois, et je pense à une affaire Sirdi, d'autres fois, ça va poser des problèmes d'une nature tout autre. Il s'agissait en l'occurrence d'un témoin qui ne voulait pas que l'État partie connaisse son identité. Les avocats, les parties s'étaient accordés sur une politique pour les yeux des avocats seulement. Voilà. Et malheureusement, l'un des avocats de l'État avait malencontreusement, on peut croire à la bonne foi, mais envoyé un mail en All Distribution List, sur la liste de tous les participants à cet arbitrage, mentionnant le nom du témoin. Et donc la sécurité physique de ce témoin et de sa famille ont été mises en danger. Voilà. Et donc là aussi, on se demande quelle peut être la sanction de ce type de révélation. Cette question de la sanction est une question qui est également très importante, me semble-t-il. Thank you. On the point of the sanctions or the regulatory aspect, I think Merci, il est important de parler de l'aspect réglementaire. Il y a donc toutes ces conditions que l'on essaie d'imposer, mais comme on l'avait dit, cette séance est une séance de réflexion. On ne sait pas encore dans quel cadre on se situe, on ne sait pas quelles sont les règles qui vont être utilisées, nous ne savons pas si l'autorité de nomination aura un rôle à jouer ou pas. Et il faut donc réfléchir à ces questions, mais ce n'est pas la seule façon de procéder.
dans le cadre de la réflexion, on peut présenter quelques suggestions à ce sujet. Merci. The floor. I would like to give the floor. Nous sommes saisis de plusieurs demandes de parole. Je vais donner la parole à Israël tout d'abord. Allez-y. Thanks so much. Merci. Alors, la confidentialité, c'est bien sûr un gros problème pour les règlements, ou le règlement des différends liés à la technologie, notamment pour les entreprises du secteur technologique. Ça a déjà été expliqué par d'autres intervenants. Nous avions une observation sur le paragraphe 2 de ce projet de disposition numéro 7. Donc, on pourrait demander à la partie s'opposant justement à ces règles de confidentialité de demander à ce que celle-ci s'applique ou pas. Alors, pour ce qui est du règlement de l'OMPI, nous n'avons pas de données sur la question, mais le mécanisme semble très complexe, il ralentit le processus, et ceci va à l'encontre de ce que nous avons remarqué concernant la nécessité de garantir la rapidité des procédures. Donc avant d'appliquer les règlements de l'OMPI, il faudrait peut-être voir un petit peu comment les règles de l'OMPI sont appliquées et comment elles sont perçues par les participants. Merci. We have two requests from the floor from the public. Deux demandes de parole. S'il vous plaît, madame. L'Institut CPR a les observations suivantes sur le projet de disposition 7 qui prévoit l'exception donc aux règles de confidentialité s'exprimant aux documents échangés dans une procédure. Très souvent, il y aura donc une assurance qui aura été demandée pour financer les coûts. Très souvent, il y a des exigences en matière de coopération qui doivent être satisfaites si on veut obtenir cette couverture. Les parties devront donc notifier l'agent d'assurance ou l'assurance, il pourra s'agir d'une entreprise à part entière, de l'existence de la procédure d'arbitrage et devra donc ensuite présenter des informations sur les informations transmises. La communication d'informations concernant l'arbitrage sera peut-être requise si une nouvelle procédure est ouverte contre la compagnie d'assurance. Nous ne pensons pas que cette question soit mentionnée dans les 4 exceptions prévues dans le paragraphe 1. On pourrait donc rajouter un alinéa E disant que aux assurants des parties, les agents d'assurance de celle-ci, dans la mesure de ce qui est prévu dans les polices d'assurance, et à condition bien sûr que l'agent d'assurance accepte d'être soumis à ces mêmes règles. Nous pensons également que le paragraphe 5 ne devrait pas être imposé lorsqu'une partie partage des informations avec l'agent d'assurance ou avec l'assurance, étant donné que ceci pourrait avoir une incidence sur la position des différentes parties dans la négociation donc d'une indemnisation ou dans la négociation menant au règlement du différend. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je me demandais si ceci ne s'appliquait pas, si s'appliquait uniquement au secteur de l'assurance ou si s'appliquait de manière plus générale. Est-ce que vous avez une réponse? Écoutez,
Nous voulions que ceci s'applique de manière générale, mais notre expérience pour ce qui est en la matière, notre expérience concerne le secteur de l'assurance. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition. Nous avons pris note de votre observation, Madame. Michael, s'il vous plaît. Thank you, Chair. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Le délégué de la Suisse. A soulevé une question intéressante. Je pense effectivement qu'il faudrait maintenir un équilibre entre la protection de la confidentialité et la communication d'informations pour faciliter la procédure. Alors, je vous renvoie au projet de disposition sur le règlement des différends liés à la technologie. JKP a des règles en la matière. Une partie peut ainsi prouver que une déclaration est vraie sans pour autant filtrer des informations confidentielles. Zero knowledge proof can be used to prove to the Si vous n'avez pas connaissance de l'information, vous pouvez par exemple, garantir que les informations seront fournies, seront véritables sans avoir à communiquer des informations confidentielles. Donc, je peux vous donner des exemples en la matière. Ainsi, si vous faites une demande de prêt, vous pouvez faire une demande de crédit sans pour autant avoir à dévoiler votre salaire. Ces mêmes règles peuvent permettre et l'interprétation est suspendue étant donné la mauvaise qualité du son du délégué. model itself. This is about machine learning. We use like a code is not. A coder is a sanction. So sanction maybe it's not necessary. We use the zero knowledge proof. That's the example. I expect further clarification about ZKP, zero knowledge proof, from the distinguished expert in this unscheduled colloquium. Thank you for attention. Thank you. We have Merci. Deux demandes de parole. La France, s'il vous plaît. Je pense que la proposition relative aux assureurs, qu'il faudrait peut-être étendre, mais je crois que l'honorable délégué suisse va faire une très bonne suggestion dans ce sens-là, que je lui laisse faire. Mais bon, alors je le fais. Au tiers financeur, me semble être une suggestion très heureuse. Néanmoins, il faudrait se demander si dans ce cas-là, le contrat entre le tiers financeur et la partie financée, ou le contrat entre l'assureur et l'assuré ne devrait pas eux-mêmes contenir des clauses compromissoires afin d'assurer, en cas de conflit, le même degré de confidentialité. S'il n'y a pas de clause compromissoire
et que ces parties règlent leurs litiges devant des juridictions étatiques, on ne pourra pas assurer le même degré de confidentialité. En tout cas, on ne pourra pas en avoir l'assurance, me semble-t-il. Thank you. Merci. Michael, vous êtes connecté? Mais je ne sais pas si Michael dans la salle. Il y avait Michael sur la il y avait un Michael qui est connecté à distance et Michael dans la salle. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'Australie, si l'interprète a bien compris. Alors, je rebondis ce qui a été dit par les différents délégués sur la question de l'assurance et des assureurs. Et il faudra également que l'on prenne en considération la question du financement. Oui, effectivement, vous avez raison. Effectivement, les financeurs tiers, donc justement, comment donc l'information qui doit être transmise, c'est une information très intéressante. Ce sont des considérations très importantes pour le groupe de travail 2. Je veux savoir s'il y a d'autres demandes de parole sur le projet de disposition 6 ou 7. Switzerland, La Suisse, s'il vous plaît. In the discussion about Alors, dans le débat sur l'utilisation dans ces règles, également des dispositions qui seront peut-être utiles pour les notes. Et je pense que dans ce domaine, on pourrait beaucoup dire dans les notes. Or, ceci ne s'appliquera pas directement peut-être aux règles, mais la question de la confidentialité peut, à nos yeux, faire l'objet, étant donné les différentes possibilités et les différents cas de figure qui s'ouvrent et étant donné les différents types de solutions donc pourraient être abordés. Pour ce qui est de la confidentialité qui n'est pas directement liée à la technologie, ce sont les informations concernant les concurrents ou émanant de concurrents qui pourrait être peut-être une question pertinente. Donc notre recommandation serait la suivante. Il faudrait envisager de prendre en considération certains aspects, je ne sais plus exactement qui l'a dit, les deux derniers paragraphes de l'article 7. La question de se poser de savoir s'il devait être inclus dans les règles. Donc, je pense que la recommandation, donc, il serait de réfléchir aux différentes solutions visant à protéger la confidentialité envers les tiers et entre les parties. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres observations, je voudrais donner la parole aux experts qui ont préparé ce projet. Monica, Gouta. Monica, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Jay. Merci pour vos observations. Très utiles. Je suis tout à fait d'accord. En effet, certaines de ces dispositions seront peut-être très utiles. Pour ce qui est des exceptions, j'ai pris note du fait que les dispositions sur la transparence sont quelque peu différentes sur la présomption de la publicité, sur ce principe, sur la définition de l'information confidentielle. C'est l'exception, si vous le voulez, ici. Mais je crois comprendre qu'il serait bon de l'expliquer, en tout cas dans les notes explicatives, pour qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne. Pour ce qui est de l'assurance et pour ce qui est des financeurs, ou de ceux qui financent, je me suis penché sur la question. J'ai pensé que ceci pourrait être traité dans l'exception ou la dérogation au titre de l'article 6, petit a, donc où on dit pour exécuter ou contester une sentence dans le cadre d'une procédure judiciaire devant une autorité judiciaire pour faire valoir un droit. Voilà. Alors, j'ai pris note également des suggestions concernant visant à modifier la présomption de confidentialité de l'information dans le projet de disposition 7, à savoir que tout est considéré confidentiel à moins que l'autre partie ne s'y oppose.
objecte. Voilà, ça permettrait, je crois, de rationaliser ainsi la procédure. Et enfin, dernière question qui est très intéressante et très importante et qui concerne les sanctions. Je l'ai vu dans les règles ou le règlement de Liechtenstein qui prévoit dans les règles, donc il y a une amende de 50 000 € pour chaque personne. L'autre solution serait de mettre en place un accord de confidentialité et de dire que toute violation de cette confidentialité pourrait supposer un dommage irréparable aux parties. Voilà, ça pourrait être donc une proposition qui pourrait être examinée par le groupe de travail plutôt que de mettre en danger la validité et d'imposer une sanction qui pourrait être considérée, dont le montant pourrait être considéré comme prohibitif par certaines législations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. Krengouta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour ces observations tout à fait judicieuses. Il y a également une question sur laquelle je voulais revenir parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose de particulièrement important. Il s'agit de l'observation faite par la délégation de la Suisse concernant la connaissance en tant que risque. Lorsque vous avez connaissance de quelque chose, lorsque vous avez des arbitres qui connaissent un problème technologique particulier, quelque chose qui est une technologie de pointe, parce qu'ils connaissent donc l'industrie, ils connaissent peut-être les entreprises qui sont concurrentes des parties aux différents, sans qu'il y ait pour autant conflit d'intérêts avec les parties. Il est possible que celles-ci soient engagées dans un autre conflit d'intérêts qui dépasse la procédure d'arbitrage. Et c'est un concept, une notion particulièrement intéressante qui mériterait d'être explorée, approfondie, en tout cas dans son traitement, dans le cadre de nos travaux, parce que normalement le conflit d'intérêts est considéré, on n'est pris en compte que sous l'angle des parties aux litiges, mais on ne prend pas en considération le point de vue le conflit d'intérêts ne prend pas en considération les autres concurrents sur le marché. Alors je sais que c'est une approche très intéressante. Ensuite, il y a une deuxième observation, une deuxième question sur laquelle je voulais revenir, et c'est la même délégation, le même délégué qui a soulevé la question, et concerne à nouveau les connaissances dont disposent les experts, à savoir la fuite d'informations. Donc si les informations font l'objet d'une fuite, c'est une question de comportement, qui touche au comportement déontologique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait longtemps que les experts en parlent. Les informations de nature technique concernant une affaire donc courraient le risque de faire l'objet d'une fuite vers quelqu'un se trouvant en dehors de cet écosystème, pour ainsi dire, en dehors de la procédure d'arbitrage. C'est pour cette raison que je crois que des normes déontologiques qui pourraient être liées au secteur technologique concerné pourraient être un domaine dans lequel on voudrait peut-être creuser. Pour ce qui est de la déontologie, pour ce qui est de ce comportement, puisque nous connaissons déjà le problème donc au niveau des parties, au niveau des experts, des conseillers donc dans la procédure d'arbitrage. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. La Suisse sur cette même question, sur l'observation faite par Monica. L'objectif de l'article 7, dit le délégué, ce n'est pas seulement la protection de la confidentialité ou de l'information entre les parties. Le problème, c'est que il est possible qu'une partie, pour faire valoir ses droits, doive pour ce faire dévoiler des informations confidentielles, et elle voudrait donc éviter que cette information ne soit obtenue ou ne soit transmise aux autres parties. S'il y a deux concurrents, par exemple, dans un litige, et qu'une des parties dispose d'informations qui est liée à sa demande, à son grief, mais si la diffusion d'informations donnerait un avantage à l'autre partie, eh bien il est nécessaire que cette information soit protégée, ne soit pas dévoilée à l'autre partie et peut-être même au tribunal. C'est ça le problème. Le problème qui est abordé au niveau du projet d'article 7, dit le délégué. Donc il y a un déséquilibre.
et le risque de voir de voir violer le droit à être entendu de la procédure. Alors je crois que dans la disposition elle-même ou dans les notes explicatives, il faudrait peut-être mettre en exergue cette question, parce que c'est un problème véritable. C'est un problème véritable qui se pose lorsque l'on traite d'informations confidentielles telles que ces problèmes sont abordés dans le projet de disposition 7. Donc cela vise à protéger le processus ou la procédure si des informations confidentielles seraient partiellement ou parfois même révélées. Merci. Thank you for that comment. Krenguta, Merci beaucoup. Krenguta, vous avez demandé la parole, mais je pense que vous ne la voulez plus. Un des problèmes auxquels nous nous sommes heurtés lors de la rédaction de ces projets de disposition, l'information publique et l'information au public est difficile à définir. Parce que si vous définissez les informations qui relèvent du domaine public, à l'attention du public, les informations publiques, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose de très difficile à définir. Et si nous voulons élaborer cette disposition plus en avant, nous devrons définir ce que sont des informations publiques et ce que ne sont pas des informations publiques. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous propose de clore le débat sur les projets de disposition 6, 7 et 8. Il y a quelques experts que nous avons consultés, mais qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer auparavant. Je voudrais leur donner la parole. Je voudrais donner la parole à Manuel, qui a beaucoup travaillé à la question de la définition du règlement des différends liés à la technologie. Vous avez demandé la parole, je voudrais vous la donner. Yes, let me put my video on. Oui, alors permettez-moi de brancher ma caméra. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les membres du groupe de travail, mesdames et messieurs les représentants des États et d'autres organisations présentes à New York et également à distance. Je voudrais faire 2 observations, parce que je crois que beaucoup des éléments de ce débat et du travail qui a été accompli jusqu'à présent et l'exposé qui a été fait, je crois qu'un exposé a été fait sur la question de la définition, qui est le fruit d'un exposé, qui est le fruit d'un effort collectif auquel j'ai participé avec Andres Rana, Shai, et je vous fais grâce des autres noms. Étant donné la tournure qu'ont pris nos débats au cours de la session, je voudrais revenir sur 2 éléments que je voudrais soumettre au groupe de travail qui seront importants non seulement pour élargir une définition de du type de différents à examiner. Cela touche à la portée et à d'autres aspects, y compris la question des preuves et l'utilisation d'experts au cours de la procédure. Alors, on vous l'a peut-être dit lors de l'exposé du projet de disposition sur la définition. La question n'est pas de savoir qui sont les parties, mais à quel type de différence s'appliquent ces dispositions. Et le choix a été fait d'élargir le champ d'application des règles, d'aller au-delà des sociétés ou des entreprises qui travaillent dans le secteur technologie, puisque ce sont les utilisations les plus visibles des mécanismes de règlement des différends liés à la technologie, mais il y a également aussi des petites et moyennes entreprises et des entités étatiques également qui auraient des droits à faire valoir, qui seraient intéressés également. Et je pense que le groupe de travail serait un outil formidable, un véhicule formidable qui pourrait légitimer justement l'élaboration de règles spécifiques concernant les différends liés à la technologie.
La nouvelle question, ce n'est pas véritablement une nouvelle question, mais c'est toujours une question qui a toujours été présente. Elle n'est pas nouvelle lorsqu'on parle des différends liés à la technologie. C'est que certains litiges sont intimement liés à la technologie. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que le contrat, parfois, n'est pas un contrat verbal ou un contrat traditionnel auquel nous sommes habitués. Parfois, la transaction elle-même ou la relation elle-même est basée sur la technologie. Vous avez par exemple des transactions ou des relations commerciales qui sont intégrées dans la technologie des chaînes de blocs. Nous savons que des contrats intelligents pourraient être utilisés dans des transactions beaucoup plus grandes, des transactions qui sont basées sur des contrats intelligents, ou qui ont une relation hybride. Donc ces éléments doivent être pris en considération. La transaction de base, à la base, est peut-être une transaction qui est liée à la technologie. Et ceci aurait une incidence non seulement sur le fait que ce type de litige suppose des compétences particulières de la part des arbitres. Il y a également des impératifs en matière de rapidité de la procédure, mais qu'il y a également des éléments technologiques importants. Et ceci aura également une incidence. Si la transaction à la base est basée sur une technologie émergente, et là, bien sûr, dans ce cas-là, le litige aura également donc un caractère technologique, donc qui touche cette technologie émergente. La question est de savoir comment est-ce que vous allez utiliser l'information, comment est-ce que vous voulez l'utiliser, comment vous l'obtenez, et donc pose toute une série d'autres problèmes. Voilà, je voulais tout simplement vous soumettre cet élément. Celui-ci devra peut-être être pris en considération parce que c'est ce que nous observons dans la littérature, notamment qui concerne les nouvelles technologies, les technologies émergentes, mais également quelque chose que nous retrouvons lorsque nous nous entretenons avec les utilisateurs. Ce sont des questions qui les intéressent grandement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel. Alors, étant donné que nous avons examiné les projets de disposition, les experts du groupe de travail pourront donc souhaiter peut-être revenir sur de la définition de projet de disposition 1, sur la définition notamment d'un différend lié aux technologies, à savoir si celui s'applique à l'application par les parties de ceci ou aux orientations à l'attention des parties. Voilà. Alors, il y a deux experts qui ont demandé à prendre la parole ce matin, mais qui n'ont pas pu le faire ce matin. Je leur ai demandé de lever la main, mais ils ne l'ont pas fait. Je voudrais savoir si vous voulez prendre la parole. Allez-y. Thank you very much, first of all, to everyone. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais pour ma part parler des sections liées au délai. Mais avant de commencer, je voudrais expliquer la logique qui la sous-tend. Car il me semble important de comprendre la raison qui explique ces clauses. Premièrement, je pense qu'il est important de permettre un règlement rapide dans le cadre des différends liés aux technologies. À plusieurs reprises, qu'il s'agisse d'entreprises locales ou internationales, dans ce type de différends, nous avons constaté qu'il était nécessaire de rendre une sentence immédiatement, de trouver une solution extrêmement rapidement. Pourquoi est-il si important d'avoir un tel mécanisme dans le cadre des différends liés aux technologies?
eh bien, nous constatons que cela permet d'identifier des groupes d'affaires par exemple des situations où une entreprise met sur pied un projet technologique pour une autre entreprise lorsque le différend porte sur la portée du projet et sur les ajustements éventuels à apporter, sur les critères à satisfaire. Lorsqu'un projet est réalisé pour une partie tierce, il est important de trouver une solution immédiatement. Car si le projet n'est plus d'actualité, eh bien la solution n'aura plus aucune utilité. Les personnes impliquées dans le projet n'ont pas le temps d'attendre. Il faut donc trouver des solutions en temps réel et pour cela, il faut disposer d'un mécanisme qui permet de trouver une telle solution. Il faut donc pouvoir rendre des verdicts rapides dans un délai qui permette aux parties de trouver une solution immédiate pour que celle-ci ne se trouve pas dans la situation où le projet ne serait plus d'actualité. Deuxième cas de figure, il s'agit là d'un groupe d'affaires, par exemple, lorsqu'il s'agit d'investissement dans certains types d'entreprises. And that usually raised regarding ownership. Des questions se posent concernant la propriété, les droits de propriété, la nécessité de trouver une solution immédiate dans ce type de différend est très importante. En l'absence d'une solution immédiate, la possibilité d'investir peut être perdue. L'investissement peut tomber à l'eau. C'est pourquoi un mécanisme immédiat doit pouvoir être actionné pour trouver une solution rapidement. C'est pourquoi des règles spéciales sont nécessaires permettant ainsi de rendre une sentence dans un délai très limité, 20 jours ou 40 jours au plus, pour un règlement du différend. À condition que la solution soit réalisable. En tout cas, un tel mécanisme peut éviter aux parties de s'enliser dans une procédure d'arbitrage susceptible de rendre la transaction caduque. Donc, dans un cas, il y a un délai de 20 jours qui est prévu et 40 jours en cas d'audience, avec la possibilité de prolonger jusqu'à 60 jours. On peut aussi prévoir des sanctions pour inciter au respect des délais. Une telle incitation peut pousser les parties à s'efforcer de régler le différend assez rapidement.
Un tel mécanisme peut être très utile L'interprète signale que la mauvaise qualité du son ne permet pas d'assurer l'interprétation des propos de l'orateur de manière complète. And it can use a lot of documents usually. And usually there is issues which relate to technology. So Dans les questions relatives aux technologies, un expert peut être nécessaire pour résoudre les difficultés et trouver une solution rapidement. Voilà ce que je voulais expliquer. Ces besoins sont très importants pour le secteur. Et nous l'avons constaté dans de nombreuses situations, dans de nombreux pays. Les circonstances peuvent être peu propices au règlement rapide des différends. Merci de nous avoir expliqué la logique de ces dispositions avec des exemples d'affaires pour lesquels un règlement rapide est important pour que le projet puisse être mis en œuvre. Je crois que la remarque faite par la France, la relation long terme avec résolution immédiate, est quelque chose d'assez répandu dans les deux domaines qui nous ont été présentés. That we need require specific expertise. Des compétences spécifiques peuvent être nécessaires, effectivement, et des délais particulièrement courts aussi. J'aimerais donner deux exemples. D'abord, une étude qui peut illustrer ce besoin, et c'est assez répandu dans les règlements de différentes technologiques. De tels différends peuvent survenir lorsqu'une entreprise essaie de mobiliser des fonds. L'interprète signale que la mauvaise qualité du son ne permet pas d'assurer l'interprétation pour cette oratrice. To raise funds. It is essential for IT companies, especially startups, that have a high burnout rate. Of course, such claims regarding the rights of a third party about its rights in the company can also create uncertainty regarding the status of the company's stocks and the dilution of the shares of the company. This obviously affects another potential investors that want to know the basic concerning the status of the company capital. A related issue in this context is of course, the scope of discovery obligation of the company with regards to the investment and the claims of the first-party claims. Another case study I would like to talk about. Dans un autre cas que j'aimerais évoquer, il peut y avoir une perte d'informations. Dans une affaire récente, des informations ont été perdues en raison de problèmes technologiques. Il était impossible de récupérer l'information car les données n'étaient pas sauvegardées. Les services informatiques, le son s'interrompt, signale l'interprète. Notre client n'a pas pu récupérer les données. Dans ce cas, lorsque des données sont perdues en grande quantité, il est impossible de chiffrer le dommage causé. C'est une situation malheureuse, mais qui doit être prise en considération lorsque nous déterminons quel mécanisme utiliser pour le règlement des différends.
Je suis d'accord avec mon collègue. Il faut donc des règles spécifiques et il faut penser notamment à l'administration de la preuve. En effet, dans ces cas, la plupart des preuves, voire toutes, sont de nature numérique. La découverte intervient après la présentation des déclarations par les parties. Et dans les différents liés aux technologies, il est important de mettre en place des règles claires pour la découverte préliminaire à un stade très précoce de la procédure. L'arbitre doit pouvoir, grâce aux règles, doit pouvoir retracer les preuves de manière plus efficace. Les deux exemples que j'ai donnés illustrent typiquement ce genre de situation. Merci. Riley, I think you gave an illustration of Vous avez effectivement donné des exemples de différends que nous avions à l'esprit lorsque nous avions commencé à définir ce type de différends. En effet, les résultats du différend sont importants pour continuer à travailler. Il faut, dans certains cas, des compétences spécialisées pour permettre le règlement de ces différends. Voilà, sur ce jeu. Je crois que nous avons donné la parole à tous les experts. J'aimerais maintenant ouvrir le débat. Si vous avez des suggestions d'ordre général, des suggestions sur le projet dans son ensemble. Alors, il y a aussi le texte qui permet de dresser le bilan. Je vois que la Suisse a demandé la parole. Merci. Je voudrais d'abord vous renvoyer à ce qu'a dit l'un des experts. J'en ai parlé le deuxième jour concernant la clause d'arbitrage. Le contexte qu'il a décrit est très intéressant et pourrait nécessiter un réexamen des dispositions de la loi type et même dans la Convention de New York, à savoir quelle est la forme que doit prendre la clause d'arbitrage pour être contraignante. Cela peut ne pas être directement lié à ce projet, mais néanmoins, c'est un enseignement à tirer du colloque de cette semaine. Mais par conséquent, il faut, je pense, y réfléchir. Ensuite, la dernière intervenante a dit des choses particulièrement intéressantes concernant les types de contrats susceptibles d'être concernés. Et les deux derniers exemples, notamment, ont démontré l'importance de tenir compte des délais dans certaines circonstances, compte tenu de l'urgence de certaines affaires, notamment les contrats de développement. Contrat où une start-up négocie un projet avec une grande entreprise, ou des situations encore où des décisions rapides doivent être prises. Elle a dit aussi, et c'est très intéressant, la dilution, elle a parlé de la dilution des actions. Cela émane d'un accord entre les actionnaires en général. Donc les inquiétudes que cela suscite vont au-delà des contrats technologiques. Et d'ailleurs, c'est un problème que nous avons rencontré lorsque nous discutions des définitions. Ce qui serait utile dans le contexte de cette discussion, c'est que tous les intervenants, tous ceux qui ont travaillé dans ce domaine et qui le connaissent mieux que nous, puissent nous donner des exemples de situations où ces questions peuvent se poser. Ainsi, ils nous aideront potentiellement à en tenir compte dans le règlement que nous sommes appelés à élaborer. Tous les autres experts pourraient donc nous donner des exemples, comme l'a fait la dernière intervenante, des exemples concrets dans lesquels ces questions se posent
pour ce qui est des délais notamment. Merci beaucoup. Thank you. Any other requests for the floor? Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Israël. Israël dans la salle. Merci, Jay. Nous remercions également les experts qui sont intervenus. Nous sommes heureux d'avoir pu prendre connaissance de ces exemples et nous remercions la Suisse pour cette suggestion. Nous prendrons contact avec les experts que nous connaissons pour qu'ils puissent fournir davantage d'exemples. Et pour rebondir sur l'exemple que vous avez présenté, Jay, et l'intervention de la France, on pourrait en discuter demain, mais j'aimerais dire qu'il est utile de parler de ces questions de manière intégrée, globale. Je crois que nous pourrions essayer de combiner les deux aspects en ajoutant un élément lié aux technologies, à l'élément relatif à aux décisions. Certains délégués du groupe de travail, malheureusement, n'ont pas pu venir et participer à nos travaux, étant donné que certaines personnes pensaient que nous allions avoir uniquement des discussions en ligne. Je pense en tout cas que les États membres et les experts devraient travailler davantage ensemble sur ces questions. Et même si ce n'est pas la manière dont la communauté travaille habituellement, je crois que nous sommes là pour innover aussi. C'est l'esprit de ce projet sur les technologies. L'on pourrait donc consacrer une session du groupe de travail à un échange entre les délégués qui seraient présents en personne et les experts. Il y a aussi un problème de décalage horaire, c'est pourquoi certains experts n'ont pas pu participer à tous nos travaux. Pour deux de nos experts qui sont en Israël, il est 23h45, donc il se fait tard. Ça peut être compliqué pour d'autres aussi. Nous savons qu'il y a des problèmes logistiques, et étant donné que c'est un projet de texte encore préliminaire, il y a encore beaucoup d'ajustements à y apporter. Et en tout cas, il me semble très utile de voir un échange entre les experts et les délégués. Nous pourrions donc envisager non pas un travail en parallèle, mais un travail conjoint. Et cela pourrait être également utile pour d'autres thématiques. Je ferai probablement les mêmes observations demain, mais je voulais mettre cette suggestion sur la table dès aujourd'hui. Merci. Thank you. Merci. Nous aurons une table ronde présidée par le président du deuxième groupe de travail. Et nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Mais si vous avez des observations à faire sur ce projet de texte, n'hésitez pas. États-Unis. Merci beaucoup au secrétariat et merci à tous les experts qui se sont exprimés au cours des 3 dernières séances. Leurs interventions ont été extrêmement utiles. Ils ont expliqué les difficultés que l'on rencontre
sur le terrain. Le délégué de la Suisse et le délégué de la France également ont parlé aussi d'aspects importants, à savoir que le secteur de la technologie, en tout cas certains aspects du secteur technologique, illustrent bien les difficultés qui peuvent se poser lorsqu'il faut prendre une décision rapidement pour préserver un projet, une transaction, des relations entre des différents acteurs. Et parfois, on peut ne pas prévoir une procédure aussi lourde que d'habitude. Cela peut aussi donner une certaine marge de manœuvre aux arbitres. Le représentant d'Israël a fait une suggestion intéressante. Je pense que nous pourrions nous pencher là-dessus demain. Il ne s'agit pas tant de changer les règles, mais peut-être peut-on structurer les choses de manière à ce que les nouveaux venus en matière d'arbitrage puissent mieux les comprendre, un peu du prêt-à-porter, si vous voulez. Donc, il me tarde d'écouter ces suggestions et de participer à ces discussions. Merci beaucoup. Thank you. Any other comments from the floor or? Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention en ligne ou dans la salle? Je n'en vois pas. Nous avons entendu tout le monde. Avant de redonner la parole au secrétariat, une dernière communication. La liste des participants devrait être communiquée demain après-midi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste le plus tôt possible. Merci. Merci, Anna. Merci. J'ai écouté les observations de la représentante des États-Unis et ça m'a fait réfléchir lorsqu'elle a évoqué la possibilité d'élaborer un outil d'arbitrage pour les débutants, pour les novices. Je me demandais si il était possible éventuellement d'envisager des cours d'apprentissage à distance, un module d'apprentissage sur la médiation. Existe déjà. On peut peut-être utiliser la technologie comme exemple dans ce contexte et faire en sorte peut-être que le module soit plus concret en ajoutant l'aspect technologique. Je crois qu'on peut très bien y réfléchir ici au secrétariat. On peut utiliser ça pour enrichir le module d'apprentissage à distance qui vise justement à introduire les questions relatives à l'arbitrage et aider les débutants à se familiariser avec ces questions. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Merci aux participants dans la salle. Nous reprendrons ici demain à 11h. Merci beaucoup. 11h, heure de New York. La séance est levée.